Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Bouche bien dessinée qu'il avait léguée à tous ses enfants, un rappel de sa chevelure presque blanche, tirée au cordeau et qui faisait sa fierté. Tous les hommes de la famille étaient chauves à 40 ans, rappelait-il avec superbe, comme si ne pas l'être confirmait qu'avec lui, la lignée Pelletier était à son acmé. Ses épaules étroites contrastaient avec ses hanches devenues larges. Je pourrais être mannequin chez Saint-Galmier, plaisantait-il parfois en évoquant ces bouteilles d'eau gazeuse au col fin qui s'évasaient irrésistiblement vers le bas. On sentait chez lui une énergie sereine et quelque chose de discrètement satisfait. Il avait, c'est vrai, bien réussi. Dans les années 20, il avait acquis une savonnerie de taille modeste et l'avait développée en alliant la qualité de l'artisanat à l'efficacité industrielle. Il aimait les formules. Dans son esprit, cette manufacture, située à un jet de pierre de la place des Canons, était destinée à devenir la principale industrie de la ville. En quelques années, les Pelletiers seraient à Beyrouth ce que les Vandel étaient à la Lorraine, les Michelin à Clermont ou les Schneider au Creusot. Il en avait, depuis, un peu rabattu sur ses prétentions, mais se targuait d'être à la tête d'un fleuron de l'industrie libanaise, ce que personne n'aurait eu le cœur de lui contester. Au cours des années, il n'avait cessé d'innover, ajoutant aux recettes traditionnelles des huiles de copra, de palme ou de coton, peaufinant les conditions de séchage, modifiant l'usage des acides oléiques, etc. Les années 30 avaient été profitables à la maison Pelletier, qui avait racheté quelques petites manufactures à Tripoli, à Alep, à Damas. Sans doute, la fortune des Pelletier était-elle plus importante que son train de vie assez modeste le laissait supposer. Si la gestion des filiales avait été confiée à des gérants, Louis Pelletier n'abandonnait à personne le soin de surveiller la qualité de la fabrication. Ainsi, se faisait-il un devoir de visiter les succursales, arrivant parfois même sans prévenir, prélevant, analysant, modifiant les processus de production. Il prétendait ne pas trop aimer les voyages. « Oh, je suis assez casanier », disait-il en s'excusant. Il avait bien de vagues responsabilités dans une fédération d'anciens combattants qui l'amenaient à des déplacements à Paris, mais, visiblement, elle ne pesait pas pour grand-chose dans son existence parce que toute son énergie, tout son talent, toute sa fierté se concentraient sur la fabrique et la qualité de son savon. Rien ne le rendait plus heureux que de voir ces chaudrons fumants dont des équipes surveillaient la température 24 heures sur 24, d'admirer les goulottes qui charriaient le savon liquide jusque dans les mises. Le découpage en pain et en blocs lui mettait les larmes aux yeux. « Je vais vous reprendre un peu », disait-il parfois à l'employé de bout de chaîne qui n'avait rien demandé. On voyait alors le propriétaire de l'usine s'installer devant l'appareil de découpe qui faisait glisser vers lui des pains de savon verts sur lesquels, d'un coup de maillet ni trop faible ni trop puissant, il appliquait l'estampille Maison Pelletier, composée de la silhouette de la fabrique entre deux feuilles de cèdre. Madame Pelletier dirigeait le personnel, surveillait l'arrivée des produits, les départs en camion et faisait les comptes. Son domaine, à lui, c'était la fabrication. Il n'était pas rare qu'en pleine nuit, il prenne son vélo, il n'avait jamais essayé de conduire une automobile, et se rende à l'usine pour procéder lui-même à des prélèvements qu'avec le maître savonnier de garde, il pouvait commenter jusqu'aux premières heures du matin. Il affirmait que la maison Pelletier était véritablement née le jour de la mise en route du premier grand chaudron qu'il appela la Ninon, par lien paronymique, prétendait-il, avec la Nina, première des 3 caravelles de Christophe Colomb, et dont le nom était gravé sur une plaque de cuivre apposée au pied de la cuve portant les emblèmes de la maison. Madame Pelletier fronça les sourcils lorsque 2 ans plus tard, son mari baptisa la seconde cuve la Castiglione. Elle voyait mal le rapport avec la découverte de l'Amérique. L'installation de la 3e cuve, la Paiva, la plongea
dans la perplexité. Elle interrogea François, réputé l'intellectuel de la famille parce qu'il avait... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.